semaine avec une personne fort intéressante. Alors, vous allez apprendre encore et encore parce que mon but, c'est de vous donner des trucs et de continuer d'être bien dans votre confinement. Cette semaine, on a avec nous Mélanie Bouchard qui va nous parler de l'inanothérapie. Alors, dans un premier temps, Mélanie, bonjour. Bonjour, je vais juste faire un petit rectificatif. C'est Mélanie Boulard. Bon, voyez-vous, elle n'est pas 80 ans. Bon, la mémoire fout le camp des fois. C'est pas grave. Bon, c'est correct, on est au naturel, ma chère. Bon, donc, Mélanie, dans un premier temps, parle-moi de toi. Oui, Mélanie Boulard, de Service respiratoire Mélanie Boulard. Donc, je suis inhalothérapeute depuis 20 ans. J'ai commencé il y a 20 ans, je voulais aller en médecine à la base, sauf que c'est très difficile d'aller en médecine. J'ai donc poursuivi mes études finalement en technique d'inhalothérapie et d'anesthésie, qui m'était venue par la mère d'une amie qui faisait ça à l'époque. Donc, je savais qu'elle faisait ce genre de métier-là. J'ai été passer une journée, j'ai été voir valider si ça allait bien pour moi. Je me suis aperçue que c'était un métier qui utilisait vraiment beaucoup de différentes techniques et tout ça. Ça prend beaucoup de sang-froid pour être en inhalothérapie, un peu comme en médecine. Donc, je me suis dirigée vers l'inhalothérapie il y a 20 ans. Tu avais quel âge, Mélanie? J'avais 20 ans? Oui, 20 ans. Ouais. Et tes études ont duré combien de temps? Ça a été étape par étape? Oui, l'inhalothérapie, en fait, les études, ça dure 3 ans. C'est une technique. Par contre, moi, j'ai commencé en sciences peu parce que, comme je vous le disais, je voulais devenir médecin. Étant donné que je n'avais pas les notes dès la première session, j'ai su que je m'en irais pas là-dedans. Finalement, j'ai fait un hors-deck qu'on appelle pour pouvoir faire tous les cours de base philo, français, pour pouvoir accéder à la technique. C'était plus facile comme ça parce que c'est une technique qui comporte vraiment beaucoup de cours. D'ailleurs, la technique d'inhalothérapie risque de s'en aller vers un bac sous peu. Le Collège des médecins et l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes désirent vraiment envoyer ça en bac parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'apprentissage. Puis les inhalothérapeutes qui sortent, ils ne sont pas prêts tout à fait au niveau clinique à faire leur métier directement. Il y a plusieurs étapes dans l'inhalothérapie. Oui, en fait, il y a une première année qui c'est carrément des cours. La deuxième année où il y a des cours avec quelques petits stages d'observation. D'accord. Puis la dernière année, là, c'est que des stages avec une journée semaine à l'école pour tout mettre ça que ça prenne forme, en fait. Okay. Est-ce que vous utilisez plusieurs appareils? Ou... Oui, tout à fait. En inhalothérapie, en fait, il y a beaucoup de secteurs. Moi, j'ai fait à peu près tous les secteurs. Il me reste seulement la physiologie respiratoire. Ça, c'est les tests de fonction respiratoire en laboratoire pour vérifier le souffle du patient, tous ses volumes pulmonaires. Fait que ça, c'est la physiologie respiratoire. Il y a les soins à domicile, carrément, qu'on va visiter les patients à domicile ou parfois qu'ils nous appellent par téléphone pour vérifier comment ça va. Ensuite, il y a les soins intensifs. Ça, c'est vraiment les patients qui ont de la difficulté à respirer. Là, avec le COVID, vous en entendez parler pas mal. As-tu plus de travail? Bien, présentement, je suis en congé différé, donc je ne peux pas le dire, mais je sais que les inhalothérapeutes, quand même, à travers la province, en ont eu quand même beaucoup de travail, effectivement, à cause de ça. Oui, ça a été quand même un métier qui a été très sollicité ces derniers temps, qui va probablement l'être à l'automne, là, selon l'évolution de cette maladie-là. Fait que les soins intensifs, c'est vraiment des patients qui sont sous ventilateur, respirateurs, si vous voulez, que la machine va respirer à leur place. Ensuite, on peut être assistant d'anesthésiste, donc au bloc opératoire. Ouais, on est comme le bras droit de l'anesthésiste. On est là parfois quand lui n'est pas là pour surveiller tous les signes vitaux, s'assurer qu'il n'y a pas trop de pertes sanguines. Si jamais il y a quelque chose qui arrive qui est trop, qui est hors de notre fonction, bien évidemment qu'on les rappelle en urgence, mais il faut agir en attendant pour éviter que ça se dégrade ou même la mort du patient. Donc, on est vraiment aux premières loges. À l'urgence, on va être toujours là dès qu'il y a un patient qui a de la difficulté à respirer. Donc, ça peut être tous les accidentés de la route et tout ça, ça arrive souvent que le côté respiratoire va défaillir. Donc, c'est sûr qu'on est appelé quand il y a des gros accidents. À la pouponnière ou la néonatologie, bien là, c'est pour les petits bébés à naître qu'on sait qu'ils vont peut-être avoir besoin de nous. Donc, des fois, on est appelé en renfort avant même la naissance pour être sûr que ça se passe bien parce qu'on va tout vérifier le côté respiratoire encore une fois. S'ils ont besoin d'une intubation, bien là, ça se peut que ce soit nous autres qui la fasse ou le médecin, ça dépend toujours des fois. Puis, on a à tous les jours, évidemment, des traitements sur les étages, là, aller faire des traitements d'inhalothérapie qu'on appelle là, avec le masque et la petite boucane, la petite brune. C'est des traitements de Ventolin un petit peu plus forts, si on veut, pour les gens qui vont moins bien à l'hôpital.
c'est un peu l'équivalent des pompes qu'ils ont à la maison, mais c'est comme un petit peu plus puissant comme traitement, tout dépendant de l'état du patient. OK. Est-ce que tu vas à un hôpital en particulier ou Oui. si tu peux aller à plusieurs hôpitaux? Bien, moi, présentement, je travaille à l'hôpital à Joliette. Au CHDL, mais j'ai travaillé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, donc j'ai travaillé quand même avec les tout petits bébés là, de moins d'une livre, des fois là, près d'une livre, mais c'est tout petit. J'ai travaillé aussi à l'hôpital Le Gardeur. C'est sûr que maintenant, l'hôpital Joliette, l'hôpital Le Gardeur sont fusionnés, fait qu'on est tous ensemble, donc on peut, oui, postuler sur des postes à l'externe là, de notre hôpital, mais ça, c'est assez récent quand même que c'est comme ça. J'ai fait Maisonneuve-Rosemont, c'est ça, Le Gardeur, j'ai fait Joliette. Puis là, j'étais à Joliette depuis, mon Dieu, à peu près 15 dernières années. Mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Est-ce que c'est toujours la même chose ou bien donc tu as différentes étapes à suivre? Bien, présentement, je suis en réadaptation pulmonaire. C'est le point que je n'ai pas parlé tantôt. La réadaptation pulmonaire, en fait, c'est de l'exercice chez les patients qui sont atteints d'une maladie pulmonaire. C'est surtout les malades pulmonaires obstructifs chroniques qu'on suit, donc l'emphysème ou la bronchite chronique, et aussi les fibroses pulmonaires. Donc, en réadaptation, j'ai fait ça depuis les 2 dernières années. On apprend, on leur montre un programme d'exercice qui est adapté, mais surtout une façon de respirer pour qu'ils soient capables de faire ces exercices-là parce que n'importe qui n'est pas en forme à la base aurait de la misère à faire des exercices puis à se donner des fois le coup de pied un petit peu nécessaire. Donc, avec nous, on leur explique comment respirer pendant ces exercices-là pour qu'ils puissent être capables de les faire. Le programme de réadaptation pulmonaire, c'est 3 jours semaine. Ils font 30 minutes de vélo, 30 minutes de poids et haltères. Oui, c'est étonnant. Et j'ai eu des patients jusqu'à l'âge de 86 ans avec une maladie pulmonaire, chez qui ça a très bien fonctionné. Bref, s'ils mettent en fonction les conseils qu'on donne puis qu'ils font vraiment leur exercice, le 30 minutes de cardio et le 30 minutes de poids et haltères, bien, ils s'améliorent vraiment beaucoup. Il y a des grandes améliorations au niveau de ces patients-là, puis ils sont beaucoup mieux au niveau de leur qualité de vie. C'est assez phénoménal comme façon de vivre après. Là, ça l'aide vraiment beaucoup à la qualité de vie. Mais tu sais, je m'inquiète en t'écoutant, là, parce que des fois, mais je sais pas, mais en vieillissant, je sais pas si vous êtes pareil comme moi, mais on a de la misère à respirer quand on monte un escalier, par exemple. C'est ça. Ça fait que donc j'ai un problème. C'est sûr qu'il y a différentes facettes. Oui. Bien, premièrement, ce qu'il faut se poser comme question, parce qu'un malade pulmonaire, souvent, à la base, il va avoir fumé dans sa vie. Fait que je ne sais pas si vous avez fumé. Non, mais mon conjoint, peut-être. Conjoint. OK. On en récolte aussi un peu. Oui, tout à fait. Mais il n'écoutait pas tout le temps. OK. Fait que il se pourrait que vous ayez une maladie pulmonaire. Là, présentement, moi, je ne peux pas vous le diagnostiquer parce que je ne suis pas médecin. Sauf que vous pourriez très bien parler à votre médecin de famille. Il y aurait quelques questions. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui toussait beaucoup. Non. Non, pas de sécrétion non plus. Bien, peut-être un petit peu des fois. Oui. OK. Puis, quand même, un conjoint qui a déjà fumé. Puis, monter, c'est pas toujours... Mettons, vous montez un escalier, êtes-vous essoufflé? Oui, elle est assez haute, là, mais avant d'arriver au but, là, OK. je suis essoufflée. C'est essoufflant. Est-ce que c'est parce que je vais trop vite ou bien donc j'ai 56 affaires à faire parce que je suis une petite vite, moi. Mais faites-vous de l'exercice? Je fais des étirements, mais c'est peut-être pas suffisant, l'étirement pour la respiration. C'est sûr que, dans le fond, ce qu'on fait en réadaptation pulmonaire, c'est qu'on fait faire de l'exercice, pas pour que les poumons reviennent, parce que ça, les poumons, quand on a une maladie pulmonaire, ils ne reviendront pas. Par contre, on va aller muscler le cœur et améliorer notre musculature générale, ce qui fait que tout ça compense pour les poumons. Donc, pour vous, le truc, ça serait quand même de poser des questions à votre médecin, lui dire « Je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus quand même essoufflée qu'avant, j'aimerais ça peut-être passer des tests de fonction respiratoire, aller voir si j'ai pas une maladie pulmonaire. » Si jamais c'était le cas, bien ensuite, là, il y a plein de trucs. Puis c'est pour ça que j'ai ouvert mon SRMB, qui est soins respiratoires Mélanie Boulard, en fait, parce que, oui, à l'hôpital, il y a tous ces services-là. Tout ce que j'offre est là à l'hôpital. Malheureusement, c'est plus pour les gens qui sont rendus vraiment plus avancés dans leur maladie. Donc, les gens qui sont légers ou qui ne savent même pas qu'ils ont une maladie pulmonaire, ils ont comme un peu moins... ces services-là sont un peu moins accessibles, disons. C'est plus quand on est rendu modéré ou même sévère qu'on a accès à des services comme ça. Donc, en ouvrant ce service-là à domicile au privé, moi, je prends n'importe quel patient qui veut avoir un service, puis en autant qu'il y a un diagnostic pulmonaire, parce qu'évidemment, je ne peux pas aider n'importe qui si je sais pas si j'ai pas le diagnostic fait par le médecin.
Ah, il faut absolument passer par le médecin avant. Je ne peux pas juste te voir puis faire un petit exercice pour voir si ça vaut le coup. Ça ne me tente pas d'aller à l'hôpital. Non, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, si vous avez déjà un diagnostic de maladie pulmonaire, je peux vous prendre à charge. C'est sûr que si vous n'en avez pas, je peux toujours quand même vous aider puis vous donner des trucs pour la respiration, mais peut-être que je vais vous dire n'importe quoi, puis d'un coup que c'est votre cœur, vous, qui ne marche pas, puis que vos poumons vont très bien. Bon. C'est ça que je veux dire. Okay. Mettons que je suis une curieuse comme d'autres patientes comme moi là, qui veulent savoir. Bon, mon père fumait beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes âgés qui ont fumé beaucoup. Okay. Mon père fumait beaucoup et ça a même causé une sarcoïdose à ma mère. Ils ont dû y enlever un poumon. OK. Bon, ça c'est un problème. Hein? Oui. Après ça, le cœur aussi. Alors, il y avait des problèmes cardiaques aussi. Il y a un problème de cœur. Oui. Fait que donc, mais il était plus âgé, mais quand il était jeune, je ne sais pas si j'ai vraiment humé cette fumée de cigarette-là, puisqu'il travaillait beaucoup à l'extérieur. Ça fait que, donc, c'est pour ça que j'aurais aimé savoir si ça peut avoir eu un impact sur moi, puisque mon conjoint, il fumait. Oui. Mais il travaillait, mais il ne fumait pas tout le temps à la maison. OK. Ça fait que donc, je me pose des questions. Puis d'aller à l'hôpital passer un tas de tests, je ne sais pas, mais ça ne me tente pas. Fait que donc, comme d'autres personnes comme moi, qui n'ont pas envie d'aller passer un tas de tests parce qu'ils ont juste, des fois, en faisant un travail continu qui demande un effort supplémentaire, qui ont de la difficulté un peu. Alors, à ce moment-là, tu ne peux pas nous aider. On ne peut pas aller voir une femme comme toi, ou bien tu vas nous donner des trucs ici. Comment vérifier ça? Bien, je pourrais toujours vous en donner. C'est juste que je veux être certaine de ne pas passer à côté d'autres choses. Tu sais, si, mettons, ça dépend toujours de l'essoufflement. Comme vous, ça n'a pas l'air d'être effrayant non plus. Là. Ça n'a pas l'air d'être catastrophique. Ça ne vous empêche pas de faire vos choses de tous les jours. Non. Donc, oui, je pourrais quand même vous donner quelques petits trucs, surtout dans l'exercice. De toute façon, en partant, si vous faites de l'exercice 3 fois semaine, puis là, tantôt, je disais une demi-heure. Là, ça, c'est vrai que c'est le summum, mais on ne commence pas par une demi-heure. Hein. On peut commencer par 5-10 minutes, c'est déjà ça. La semaine d'après, on monte d'1 minute à chaque semaine. Mettons qu'on s'ajoute un vélo stationnaire, parce que c'est vraiment l'appareil à avoir, c'est le vélo stationnaire. Ça, c'est... Mais il y en a qui ne sont pas capables. Parce que les étirements que je fais, c'est pas C'est suffisant. Super bon, par exemple. Ça, c'est excellent, Bon, mais ça prend d'autres choses. Exactement. Mais pour la respiration, c'est... Bien, ça va aider aussi, mais il faut vraiment étirement, cardio, musculation. Si on fait ces 3 choses-là, là, on est en business, on est en Cadillac, comme on dit. OK, je te laisse pas partir, tu vas m'expliquer ça, parce que je fais des bonnes choses, mais je ne les fais pas toutes. Parfait. Puis tu peux aussi nous en donner des trucs pour les personnes qui sont à la maison. Tout à fait. Puisqu'on est confinés, on peut sûrement s'aider pour commencer. Exactement. Si on voit qu'on a de la difficulté, là, aller à l'hôpital. Oui. Parce que là, il y a tellement de gens, puis il y a tellement peu de personnel des fois. Tout à fait. Il faut peut-être commencer par s'aider, puis après ça, le ciel Exact. Mais tu sais, si vous avez déjà eu un diagnostic, puis que vous le savez que vous avez... Mais je parle pour les gens en général. S'ils ont eu un diagnostic, qui savent qu'ils ont une maladie pulmonaire, pas nécessairement... Des fois, on ne sait pas si on est emphysème ou bronchite chronique. C'est très, très difficile. Puis c'est rare que le médecin va le dire, ou s'il l'a dit, des fois, on ne le retient pas. Oui. Donc, quand on a entendu le terme MPOC, qui est malade pulmonaire obstructif chronique, fibrose, asthme, hyperventilation, toutes ces maladies-là, moi, je les englobe automatiquement, ça, c'est sûr. Il y en a plusieurs, hein? Je remarque oui, ça, il y a vraiment beaucoup de maladies respiratoires différentes. Puis fibrose, c'est fibrose pulmonaire et non fibrose kystique. C'est pas la même chose. C'est aussi une maladie qui attaque les poumons, mais chez les plus jeunes. L'hyperventilation, et ça, en passant, même à l'hôpital, c'est difficile d'avoir on en offre un petit peu des rendez-vous pour l'hyperventilation, mais la liste d'attente est longue, puis on a tellement d'autres pathologies à suivre que la plupart du temps, l'appel ne vient pas. Fait que si jamais vous êtes tanné d'attendre après ça, bien, vous pourrez m'appeler sans problème. Donc, mais pour les exercices, là, surtout que les ventes de garage arrivent bientôt. Mais on n'a pas de droit. Oui, les ventes. Ben oui, en tout cas, à Saint-Charles-Bromé, 11, 12, 13 septembre, il y a des ventes de garage qui se font. La ville a accordé ça. À Joliette, c'est la semaine d'avant, la fin de semaine d'avant. Puis s'il ne fait pas beau, Hermie, la même semaine que Saint-Charles-Bromé, donc 11, 12, 13. Là, il y a toujours des vélos stationnaires à vendre. Et de toute façon, vos frères, vos sœurs, vos enfants ont toujours un vélo stationnaire qui traîne dans un sous-sol qui n'est pas utilisé. C'est sûr, c'est tout le temps comme ça. On s'achète un vélo stationnaire, on pense qu'on va en faire, puis on n'en fait pas. Mais vous autres, si vous avez l'occasion de vous en acheter un, c'est vraiment important d'avoir ça dans sa maison. Parce que je vous le dis, vous allez commencer. Ça peut être 3 minutes de vélo. C'est pas grave. L'important, c'est d'embarquer dessus puis de le faire. Mais il y en a tellement de sortes de vélos. Il faut juste aller s'asseoir dessus et être confortable. Dans le fond, on l'essaye.
Fait que si on arrive dans une vente de garage, on voit un vélo, il est pas cher, il est à notre goût, on s'assoit dessus, on l'essaye, on fait quelques coups de pédale, on s'assure qu'on est bien, qu'on peut l'ajuster pour nous si besoin il y a. C'est pas un tapis là, en pédale, là? Non, pas un elliptique. Ça, c'est trop difficile. Oui, ceux qu'on... Oui, debout, là. Oui. Oui, ça, c'est un elliptique. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Pour quelqu'un qui n'a pas de maladie pulmonaire, ça pourrait être ça s'il est bien, par exemple. Mais avec une maladie pulmonaire, à moins d'être bien en forme déjà, puis déjà faire ça, c'est vraiment difficile parce qu'on a notre poids à supporter en plus. Mais ça peut être ça, mais c'est vraiment plus difficile. Puis ça peut être un tapis roulant aussi. Ceux qui disent « je vais aller marcher dehors », c'est le fun, c'est vrai, c'est l'été, ça va bien, tant qu'il ne fait pas 40, puis tant qu'il ne fait pas moins 40, tant qu'ils ne vendent pas. Fait, avec toutes ces petites brides-là au Québec, marcher, c'est bien, mais il faut qu'on le fasse en extra de notre vélo stationnaire qu'on a dans la maison, qu'on est sûr qu'on va toujours pouvoir faire. Parce que la marche, c'est bon, mais c'est pas totalement adéquat. J'ai même un patient, à un moment donné, qui faisait de la raquette, 1,5 km à tous les jours. Il est venu faire la réadaptation pulmonaire. Ça l'a beaucoup aidé. Quand il est reparti chez eux, je dis « Avez-vous votre vélo stationnaire? » Il m'a dit « Non, Mélanie, mais inquiète-toi pas, je vais continuer mon 1,5 km de raquette, puis ça va bien aller. » Bien, un mois après, il avait perdu, je me souviens plus combien de mètres, là, je ne vais pas compter de menterie d'un coup qui m'écoute, mais il en avait perdu beaucoup. Puis là, il a dit « Bien, voyons donc, ça se peut pas, je le fais. » Puis il le faisait tous les jours, je le croyais, là, il le faisait. Sauf qu'avec des raquettes, c'est pas aussi facile. On n'est pas capable de monter autant de façon stable en essoufflement. Puis quand on fait de l'exercice, il faut être essoufflé un petit peu, parce que si on ne l'est pas, on ne travaille pas notre cardio. Il faut qu'on tombe un peu essoufflé, mais pas trop. Surtout quand on a une maladie pulmonaire, parce que là, avec la maladie pulmonaire, des fois, si on se met à s'essouffler beaucoup, on ne sera pas bien, puis là, bien, on risque de tout lâcher en disant « Mon Dieu, moi, là, je viens d'avoir une crise respiratoire, je ne veux plus faire ça. » Fait que c'est là que, des fois, oui, ils peuvent commencer à la maison, tranquillement, pas vite, c'est une super bonne idée, mais souvent, ils vont avoir besoin d'un peu d'aide, au moins au départ, pour pouvoir bien partir, puis pour ne pas faire de crise respiratoire, ou, tu sais, apprendre à les voir venir. Si on est toute seule chez nous, des fois, ça peut être difficile, ce petit bout-là, mais d'embarquer sur le vélo puis de faire quelques coups de pédale au début, même si c'est pas parfait, même si c'est pas la meilleure méthode, bien, c'est pas grave, il y a déjà un pas de fait. On est enclenché là-dedans, puis à force d'en faire, on n'est plus capable de s'en passer. Puis ça, c'est pas long. Ça prend 3 semaines, 1 mois, à peu près. C'est mieux être addict à ça que d'autres choses. Oui! Mais on m'avait déjà dit que si tu te rends compte que tu as de la misère à respirer quand tu es rendu au bout de tes escaliers. Oui. Mais il paraît que c'était l'exercice que je devais faire, ça, monter puis descendre les escaliers. C'est un très bon exercice, effectivement. Donc, pour commencer, tu sais, doucement. On pourrait faire ça si on n'a pas de vélo. Je l'ai fait, là, Mélanie. Mais sauf que je tombe en bas des escaliers. Oh, ouais, là, c'est ça. À l'hôpital, à l'urgence. Ouais. Mais c'était juste une fouleuse, c'était pas cassé, mais tu ne sais jamais, tu es rendu, les os sont fragiles à un moment donné. Exact. Donc, c'est quand même mieux je vais laisser l'escalier puis je vais... Bien, oui, ça peut être ça. Sinon, vous pouvez... Les gens qui ont des problèmes d'équilibre, il y a vraiment un petit truc vraiment intéressant à faire. C'est que quand vous brossez les dents, matin et soir, vous faites le flamant rose. On se tient sur une patte. Ça a l'air bien niaiseux. Ah, mais non! Mais ça marche. Fait que ça ramène l'équilibre beaucoup. Puis en vieillissant, bien, de l'équilibre, on en perd énormément. Donc, c'est super important d'aller rechercher ça. Fait qu'on se tient simplement sur une jambe, puis après ça, sur l'autre jambe, puis on alterne selon notre fatigue. Fait que c'est le genre de petit exercice pour l'équilibre qui se fait assez facilement quand même. Ça peut aider pour la respiration? Aussi, l'équilibre, oui et non, mais... C'est différent, mais ça oui, va ensemble? Oui, c'est ça, exactement. Il y a d'autres exercices qu'on peut faire, là, qui est de croiser les mains. C'est ça va être vraiment pour muscler les jambes, mais aussi un petit peu en équilibre. Fait qu'on croise les mains sur soi, puis on se lève sans les bras. Puis on redescend la même chose. Là, ça vient travailler beaucoup. Faites attention, pas de chaise à roulettes. Oui. Parce que là, vous allez vous ramasser à l'hôpital. Fait que, puis on peut appuyer la chaise aussi sur un mur. Fait comme ça, on est sûr qu'on la pousse pas puis qu'on tombera pas. Donc ça, c'est des exercices qu'on peut faire facilement 2 séries de 10. Mais on peut commencer par 2 séries de 5 parce que des fois, 10, c'est difficile. Avec 2 séries de 5 ou 2 séries de 10. 2, 3 fois. Ça, il n'y a aucun... Il n'y a pas de limite. Par contre, si vous le faites trop souvent, ça se peut que vous vous souveniez de moi le lendemain. T'sais. Fait que là, vous allez peut-être être raqué un peu. Fait qu'on peut commencer par 1 fois par jour, 3 fois semaine, puis la semaine d'après, on le fait de plus en plus. Corps, exactement. Fois, on est dur exactement. Soi, puis c'est parce que si on commence trop raide, on va tellement avoir mal partout qu'on va tout lâcher. Fait il faut commencer vraiment tranquillement. Puis les personnes qui ont des problèmes à respirer dans leur sommeil, là. Oui, l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, oui.
j'oubliais le nom, mais il y a des appareils qui vont prendre pour toute la nuit. Oui. C'est vraiment dérangeant pour le conjoint ou la conjointe? Bien, c'est pas si pire. Il peut l'enlever et le remettre. Oui, il peut l'enlever et le remettre sans problème. Fait que l'apnée du sommeil, bien, c'est quelque chose qui est super important à traiter. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui ont bien de la difficulté avec leur machine. Oh, j'ai un caméraman en arrière qui fait des signes que oui. Je devrais peut-être pas vous le dire, le secret professionnel ici, mais bon, je donnerai des conseils tantôt, mais il va pouvoir écouter cela. L'apnée du sommeil, dans le fond, la machine, c'est pas mal. Il y a des opérations aussi qui se font, mais c'est pas tout le monde que ça a le temps de se faire opérer. Il y a moins de succès avec les opérations. C'est vraiment l'appareil CPAP ou BiPAP pour d'autres personnes qui va faire vraiment tout le travail. Moi, j'ai une expérience autant personnelle que professionnelle dans le domaine. J'ai travaillé en laboratoire du sommeil, puis j'ai une fille et un conjoint avec un appareil CPAP. C'est le fun. Les jeunes s'adaptent beaucoup plus facilement. Ma fille, ça a pris 5 secondes, ça allait super bien à porter ça 10 heures. Toute la nuit? Oui, puis toute sa vie. Oui. Mais bien. Est-ce que c'est gros, cet appareil? Je ne l'ai jamais vu. Là, j'en ai pas avec moi, mais le CPAP, bon, il y en a des tout petits, puis il y en a des un petit peu plus gros. Oui, des un peu plus. Il y a le tuyau, puis il y a le masque. Le masque, ça, il y en a différents. Il y a les narinaires, il y a les masques juste pour le nez, il y a les faciales au complet. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de sortes. C'est la première chose qu'il faut soupçonner quand on a de la misère à s'habituer, c'est souvent le masque aussi qui est difficile. L'autre truc que je peux donner, c'est que le CPAP, là, ça fait peut-être des années que vous avez de l'apnée du sommeil puis vous n'êtes pas traité. Fait que même si ça vous prend 6 mois à vous adapter, c'est pas la fin du monde. Il vaut mieux s'adapter tranquillement, pas vite, que de le prendre, de le mettre dans le garde-robe comme mon conjoint a fait pendant 2 ans. Lui, ça a été suite à une douleur cardiaque que là, il s'est mis à paniquer et à dire « Mon Dieu Seigneur, mon oncle est décédé d'un problème cardiaque, je suis en train de faire une crise de cœur. » Fait que là, j'avais expliqué que son cœur manquait d'oxygène la nuit. Fait que c'était important de mettre sa machine. Puis là, évidemment, comme je suis juste la blonde, bien, il ne me croyait pas. Fait qu'il était voir le cardiologue qui a répété exactement la même affaire. Il est revenu en me disant ça. Puis là, j'ai fait « Ben oui, toi, tu sais, je te l'avais dit. » Fait que Il n'est pas prophète dans son c'est ça. Fait que là, mais j'ai donné plus de conseils à ce moment-là parce que je n'étais pas bien fine. J'étais une inhalothérapeute qui dormait à côté d'un monsieur qui avait de l'apnée du sommeil, puis c'est même pas moi, bien c'est moi, mais ça a pris du temps avant que je dise, coudonc, d'après moi, tu fais de l'apnée, tu sais. Une année, il avait tout le temps mal à la tête, puis tout ça, fait que j'ai dit, on va consulter. Fait que là, j'ai vraiment dit, on a fait la même chose que ce que j'offre à mes patients quand ça va pas bien, c'est-à-dire qu'on le met le soir devant la télé. Bon, oui, ça a l'air fou un peu, mais on est devant la télé, assis à écouter la télé. Pas tant. Surtout pas les narinaires, là. Ça va juste dans le nez, oui, c'est ça, c'est pas si pire. Donc, on s'assoit devant la télé, on le met 15-20 minutes, une demi-heure, c'est tout. Le lendemain, on fait la même chose. Le surlendemain, on va peut-être le mettre 1 heure. Puis là, à un moment donné, on décide qu'on le met en se couchant le soir. Fait qu'on le met, puis on se couche. Mais au bout de 10 minutes, il nous tombe sur les nerfs, on n'est plus capable, on l'enlève, on l'éteint, on recommencera demain. Mélanie, comment c'est long. Est-ce qu'on on se couche sur le dos? On se couche... Pas d'importance. Oui, on peut bouger. On peut bouger sans aucun problème. Oui, il y a à pleine face, là, vraiment, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a des oreillers avec un trou. Fait que mettons qu'on est vraiment quelqu'un de complètement pleine face. Je pense que ça doit être difficile malgré l'oreiller, mais c'est quand même faisable. Mais mon conjoint, là, il bouge souvent la nuit, là, de tous les côtés. Là. Pas, là. Le fil non. Suit ou le tube oui. suit? Bien, le tube, en passant un petit truc comme ça, si on est capable de le... Nous, il passe au-dessus de la tête de lit. Fait que ça donne moins de poids parce que sinon, c'est fatigant. Mais il y a des masques, le tube arrive ici. Fait que on appelle ça swivel, il va tourner comme ça. Il y a tellement, c'est ça, de types de masques, mais la plupart des gens aiment beaucoup le narinaire. Fait que c'est celui qui va directement juste dans les narines. Sauf qu'il y a certaines personnes qui vont respirer par la bouche. Fait que là, à ce moment-là, bien, on suggère de mettre une mentonnière en plus. Fait que là, on est un peu comme décoré comme un arbre de Noël. On aime moins ça, mais c'est des adaptations pour mieux aller. Ça change une vie, là. Les gens qui finissent par le porter comme il faut, puis comme il faut, là, c'est 4-5 heures par nuit. C'est sûr que si on est capable plus, tant mieux, mais si on le porte un 4-5 heures par nuit, minimum 4, là, vraiment gros minimum, il y a quand même, le corps va se reposer puis s'oxygéner mieux. Puis ça va éviter toutes les... Parce que ça peut créer des AVC, ça peut produire des problèmes cardiaques. C'est assez... Ça peut envenimer bien d'autres problèmes. Fait qu'il faut vraiment essayer de le porter pour essayer que toutes ces maladies-là se tiennent loin. Est-ce qu'il y a un âge où on en voit plus qui
prennent ce masque-là? Non, c'est à tous les Bien, âges? c'est sûr qu'enfant, on n'en voit pas beaucoup, là. Ma fille, elle a commencé ça à 12 ans. Ça, c'était très, très rare, surtout si on recule d'il y a 5 ans. C'était-tu héréditaire? Peut-être, parce que le grand-père en fait aussi. Fait qu'il peut avoir une partie d'hérédité, effectivement. C'est souvent des grosses amygdales ou des adénoïdes. Fait que souvent, chez les enfants, ils vont avoir tendance à enlever ça avant. Mais ma fille, elle avait déjà pu ses amygdales, puis ses adénoïdes, quand ils ont opéré les amygdales, ils les ont regardés, puis ils étaient parfaits. Donc, ils n'ont pas voulu les enlever. Fait que 2 ans après ça, ils ont voulu peut-être revérifier. Mais là, je dis, écoutez, s'il était correct il y a 2 ans, je ne crois pas qu'il soit mal en point. On a essayé le CPAP, ça a été miraculeux. Ma fille, elle s'est levée le matin et elle a dit, enfin, j'ai bien dormi, je me sens reposée. Elle n'en revenait pas. Elle l'accepte facilement? Elle l'accepte facilement. Quand elle va dormir chez ses amis, depuis qu'elle a 12 ans, elle l'amène. Là. Elle ne l'a pas amené une fois, puis elle l'a regretté. Elle l'a amené toutes les autres fois. Ah oui? Ça va être comme ça tout le temps? En principe, à même de trouver quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir d'autres développements à un moment donné, mais pour l'instant, quand elle ne le met pas, elle le sait, là, elle n'est pas bien le lendemain, elle a de la misère, puis elle est comme un peu soupe au lait. C'est difficile. Mais à l'adolescence, c'est pas facile. Oui, non, c'est pas facile. En plus. Mais elle s'est adaptée beaucoup plus vite que mon conjoint. Là. Ça même pas de... Mon conjoint, il a mis 2 ans dans son garde-robe. Ça y a pris peut-être 3-4 mois à s'habituer. Ma fille, elle l'a porté 10 heures la première nuit, 10 heures la deuxième nuit, puis elle n'a plus voulu s'en passer. Là, le conjoint, est-ce qu'il le garde ou toujours maintenant. Dans le garde-robe des fois? Non, jamais, parce que... D'ailleurs, petite anecdote, il avait comme perdu la barrette de son narinaire. Elle a passé dans le trou en le lavant, dans le trou du lavabo. Fait que le soir, en panique, il dit, Mélanie, ça n'a pas de bon sens. Je ne dormirai pas de la nuit demain. Il dit, je ne serai pas du monde, je ne serai pas bien, mais être fatigué, il m'envoie mal à la tête, je ne serai pas de bonne humeur. Et là, je dis, ben voyons. Puis il venait de commencer à le mettre. Je dis, ben voyons, tu le portais pas. Non, mais il dit, là, j'en ai besoin. il disait que c'était comme une drogue, là. Tu sais, ça comme. C'est pas qu'on dormira pas, c'est juste que le lendemain ou le surlendemain, des fois, ça va être vraiment pénible. En fait, on se ressent comme on se sentait quand on n'avait pas, mais on se souvient facilement plus de comment on était mal en point avant. C'est facile de s'habituer à un mieux-être, mais de se réhabituer au mal-être, c'est pas évident. On n'a pas le goût. Oui, c'est vrai. Mais on s'habitue à nos malaises. Oui, mais ça, quand on revient bien, puis qu'on est super bien, bien là, on fait comme... C'est exactement, tout à fait. Mais il faut vraiment s'adapter tranquillement. Il ne faut pas combattre la machine. Il ne faut pas, ah mon Dieu, je suis obligée de la mettre, je vais la garder, je vais m'endormir, je vais faire... Si on fait ça, ça n'a pas de bon sens, on la prend en aversion, puis maintenant, on ne voudra plus jamais la porter, puis là, bien, elle ne sert vraiment plus à rien, puis c'est quand même une petite machine qui coûte... qui coûte assez dispendieux, 1 500, 2 000. Ouais. Bon, ben c'est moins pire que, je pense, aux non-voyantes. J'ai fait une émission, ça fait pas longtemps. L'appareil hors cam valait 6 500, puis elle remonte à 7 000 et ils n'ont aucune subvention. Ils ne sont pas payés. Comme là, les CPAP, ils commencent à en parler, la Régie de l'assurance maladie. Là, ils voudraient peut-être la payer, mais je n'ai pas eu d'autres détails. Là, mais je crois que, si je ne me trompe pas, c'est avec Anthony Cavana. Là, il a fait beaucoup de démarches à ce point, des pressions à ce point de vue-là. Puis il avait tendance à peut-être vouloir la payer parce que ça cause tellement d'autres maladies, puis ça en envenime d'autres qu'il faudrait vraiment que tout le monde puisse avoir accès. Mais en même temps, il y a tellement de gens qui n'apportent pas au final que c'est difficile de juger si, tu sais, on la paye pas, on la paye juste à ceux qui vont la porter. Tu sais, c'est vu que c'est des sous, puis il y en a quand même beaucoup, là, des gens qui font de l'apnée du sommeil. Ils ne sont pas tous déclarés. Là, on découvre des nouveaux appareils pour aider les non-voyants, pour ceux qui ont des problèmes comme ça. Il y a beaucoup d'appareils nouveaux, mais sauf que c'est très dispendieux. On ne peut pas les utiliser. C'est la majorité qui n'ont pas parce que par contre, c'est ceux qui ont de l'argent qui peuvent s'aider. Par contre, pour le CPAP, évidemment, si on a de l'assurance, ça va être remboursé. Ça va être remboursé. Sinon, on peut faire une location achat. La plupart des compagnies acceptent de louer pour acheter. Donc, il y a une possibilité d'aller louer pour acheter. Au moins, il y a ça. Exactement. Oui. Et vous me dites qu'une personne qui respire mal dans son sommeil, parce qu'on ne sait pas quand on dort, sauf qu'on se lève avec un mal de tête? Oui, il peut avoir des maux de tête qui vont souvent partir. C'est juste le matin. Oui. Si c'est le matin, puis c'est à tous les matins, c'est souvent de l'apnée du sommeil, de la fatigue, cogner des clous là, dans le jour. Mon conjoint s'endormait sur le plancher de bois franc. Ça, c'est pas bon signe. Oui. Des up and down dans la journée, là, être un peu justement soupe au lait, puis de bonne humeur, 5 secondes après, des choses comme ça peut être un signe d'apnée du sommeil. Quelqu'un qui bouge beaucoup les jambes la nuit.
mais ça peut être d'autres choses aussi, mais une possibilité. Donc, ils peuvent avoir des up and down, des mouvements de jambes, des cauchemars, puis se lever la nuit pour uriner, souvent, plus souvent. C'est tous des signes qu'il peut y avoir apnée du sommeil. Ça ne veut pas dire que c'est ça, par contre. Oui, il peut avoir des sueurs aussi, se réveiller en sueur la nuit, se réveiller en sursaut parce qu'on a l'impression qu'on a manqué d'air. Des fois, c'est la conjointe qui va voir que le patient a arrêté de respirer pendant la nuit ou sa respiration diminue, des ronflements. Les maux de tête le matin, on l'a dit, les cauchemars, se lever souvent la nuit pour aller uriner, c'est un autre signe. Tout ça peut être de l'apnée du sommeil, mais peut être aussi d'autres choses. Mais quand on a beaucoup de ces symptômes-là, c'est souvent de l'apnée du sommeil. Oh, on est mieux de se coucher avec un petit carnet, un crayon sur la table de chevet. Pour noter nos symptômes. Oui, c'est ça. En parler au médecin. Puis là, à ce moment-là, il va faire un questionnaire, puis il va vérifier. Puis si ça cote pour l'apnée du sommeil, dans le fond, il va sans doute passer les tests pour vérifier. Oui, mais je serais portée à dire, ben non, c'est pas ça. Je n'ai pas envie de porter l'appareil. Je vais quand même vérifier. Oui. Il faut déjà se quitter parce qu'on va revenir la semaine prochaine. Tu as encore tellement de choses à dire. Alors, c'était vraiment intéressant. Je vous souhaite d'être présente la semaine prochaine pour pouvoir prendre des notes parce que tu en racontes beaucoup d'histoires qu'on peut s'aider. Alors, n'hésitez pas. À la semaine prochaine. Au plaisir.